Je vais présenter très rapidement mes invités. Alors nous avons dans cet ordre Gaël donc Audrin-Demey, qui est docteur en droit de l'environnement, André Sergent, donc, qui est agriculteur à la Pointe du Raz. Donc, pour ceux qui ont un peu de temps, je vous invite d'aller vers la Pointe du Raz, vous verrez, c'est très beau, et qui est le président de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Je ne vous ferai pas l'injure de présenter Marc Fesneau, qui est vice-président de notre cher mouvement et également ministre de l'Agriculture. À côté de moi, Maude Lelièvre, qui est présidente de l'UICN, et Émilie, j'ai un doute sur le prénom, Émilie, mais enfin, Jeannin, qui est agricultrice et éleveuse de bovins et qui développe un projet qu'elle va nous expliquer tout à l'heure. Alors je vais commencer par vous, Maude, pour que vous nous donniez un petit peu... voilà, la table ronde s'appelle souveraineté alimentaire et changement climatique. Mais on souhaite aussi et surtout l'orienter sur une question qui est parfois un angle mort du changement climatique et de la transition écologique, c'est la question de la biodiversité. On a un changement climatique qui est avéré, plus personne ne le conteste, mais en même temps, on a une extinction de masse des espèces. On dit que c'est la 6e ou 7e, je ne sais plus, 6e pour le moment, et qui est, pour le coup, extrêmement importante. Donc on a une perte de biodiversité, et j'aimerais que, dans un premier temps, vous nous dites un petit peu quelles sont les conséquences de cette perte de biodiversité. Et ensuite, nous enchaînerons sur les débats. Merci et merci de votre invitation. Donc l'UICN, dont vous avez sans doute entendu parler à travers les listes rouges qui sont les fameux baromètres de disparition des espèces, Union internationale de conservation de la nature, qui est une organisation internationale qui travaille avant tout sur la science, avec des scientifiques, aussi bien dans des laboratoires comme l'INRAE, l'IFREMER, le Muséum d'histoire naturelle, des chercheurs, mais aussi des organisations non gouvernementales et des structures d'État, qui a cette particularité d'associer à la fois l'État et les ONG pour prendre des décisions qui lui donnent un côté un peu atypique dans le monde des COP et des négociations internationales. Aujourd'hui, le message clé, c'est qu'on est face à une situation qui est complexe, avec effectivement une accélération de la disparition des espèces. On parle de 6e extinction. Simplement, la différence avec les précédentes, c'est que ce n'est pas lié à une catastrophe majeure, une météorite, un changement radical des températures. C'est lié à l'activité principalement de l'homme, industrialisation, déforestation, surconsommation des ressources naturelles. Et dans ce contexte, on a une accélération qui est mesurée par ces listes rouges, mais par aussi d'autres systèmes qui produit des conséquences directes pour nous, les humains. Augmentation des zoonoses, changement climatique important, baisse de la diversité alimentaire et puis des conséquences sociales en chaîne, migration, guerre pour les ressources. Aujourd'hui, on travaille à l'UICN sur l'idée qu'il faut vraiment s'adapter aux aléas et pouvoir mettre en place une résilience dans plusieurs domaines. D'abord, une résilience sanitaire. Sans effrayer tout le monde, en ce samedi matin, on sait que 5 zoonoses apparaissent par an. Elles sont principalement liées à l'agriculture intensive non contrôlée dans les pays du Sud, à la déforestation, au stress des espèces. On ne peut pas imaginer qu'on va développer des vaccins pour lutter contre toutes les zoonoses. On ne peut pas les contrôler. Et il y a eu des épisodes assez inquiétants, comme le virus Nipah qui avait lieu en Malaisie, où en fait, déforestation intensive avait conduit à ce que des chauves-souris viennent émettre des déjections sur des mangues qui étaient consommées par des porcs. Et heureusement, la chaîne alimentaire était assez contrôlée, l'importation était assez contrôlée, le virus a pu être éradiqué de façon assez rapide. Mais on ne peut pas continuer à avoir cette interaction homme-faune sauvage ou bétail-faune sauvage non contrôlée, et dont nous, en Europe, on ne peut pas forcément mettre en place toutes les barrières, et on ne peut pas lutter contre toutes les formes de pandémie. Deuxième question, la résilience climatique. La France, comme d'autres pays,
et aujourd'hui importe. On importe 3,5 tonnes, par exemple, de soja, du soja qui a été produit notamment au Brésil et aux États-Unis, et qui émet à la fois dans sa production et sa consommation des gaz à effet de serre importants. On a un poulet sur 2, je crois, Monsieur le Ministre, qui est aujourd'hui importé. Donc il convient, dans le cadre de cette réflexion sur la résilience climatique, de se dire qu'on a, nous en France, un capital, qu'il faut reconquérir ce capital, l'assiette des consommateurs, et valoriser l'agriculture de qualité. Résilience de la biodiversité, parce qu'effectivement, avec 40 à 70% des insectes qui disparaissent, il y a différentes causes, la cause en chaîne du réchauffement climatique, différentes externalités négatives. On a demain un vrai risque financier pour l'agriculture française. On sait que c'est à peu près 15 milliards d'euros de production agricole qui sont liés au bon état de santé des espèces. Et ça, c'est la Commission européenne qui le dit, c'est pas des associations écologistes. Et puis, évidemment, en chaîne, la résilience économique, parce qu'effectivement, un monde en mauvaise santé, ce sont des milieux en mauvaise santé sur lesquels il va falloir compenser. Il y a toujours un peu cette question, mythe ou réalité, parce qu'on n'en a pas tellement la certitude, des gens qui pollinisent à la main en Chine. Alors, je ne reviendrai pas, ça fait un sujet de polémique, mais en tout cas, demain, sans insectes, sans pollinisateurs, on ne peut pas remplacer cette action, ce service rendu par la nature à l'être humain, et on ne pourra pas imaginer des processus industriels qui compenseront toute la destruction de la nature. Alors, on peut l'applaudir parce qu'effectivement, ça pose le débat et ça pose les enjeux, mais vous venez avec cette histoire d'être humain qui pollinisent, vous venez de me faire une transition vers le travail que vous faites. Alors, vous ne faites pas de la pollinisation, mais vous êtes agricultrice et vous êtes éleveuse. Je vais venir. Vous avez un projet, vous allez nous l'expliquer, vous avez un beau badge qui s'appelle le bœuf éthique. Vous allez nous expliquer, mais avant, je vais juste vous faire un parallèle avec ce que vous venez de dire. Vous parlez des abeilles qui pollinisent et donc les abeilles et les insectes qui structurent le paysage. Je vais être un peu peut-être iconoclaste, mais se dire, ne pouvons pas nous dire, est-ce que l'homme est aussi un animal qui structure le paysage? Et est-ce que l'homme n'a pas structuré nos paysages? Est-ce que si la nature est ce qu'elle est, ce n'est pas aussi grâce à la part de l'homme? Ou de la femme, de la femme, évidemment, de l'homme avec un grand H. Excusez-moi. Ouais. Oui, bonjour à tous. Alors, merci de votre invitation. Effectivement, moi, je m'appelle Émilie Janin et je suis paysanne. Alors, j'aime bien dire paysanne sans en avoir honte, parce que dans le mot paysanne, il y a la notion de paysage. Et donc, effectivement, contrairement à un certain nombre de courants de pensée qu'on peut avoir de plus en plus dans nos oreilles récemment, l'homme n'est pas à mettre en opposition, enfin selon moi, quand je vis mon métier de paysanne, c'est-à-dire au milieu de la nature, on n'est pas en opposition avec la nature, on travaille avec. Et c'est là bien toute la difficulté de notre boulot de paysan, c'est-à-dire qu'on doit travailler avec nos sols, on doit travailler avec la météo, on doit travailler avec les aléas, qui sont de plus en plus nombreux. On en entend parler très très régulièrement maintenant, avec des épisodes climatiques qui sont un peu extrêmes. Et en fait, effectivement, on ne peut pas dire juste condamner et dire l'homme est forcément néfaste pour la nature. On vit en fait dans la nature, on doit vivre avec et on doit apprendre à trouver des solutions pour vivre avec. Je vais essayer de faire court parce qu'on est très nombreux et tout le monde a plein de choses à dire. Et donc, moi, je suis éleveuse. Alors, je vous le dis, mais je commence vraiment des fois à avoir peur de le dire que je suis éleveuse parce qu'on se fait attaquer, taxer de assassin, etc. Et donc, je suis éleveuse de vaches charolaises en Bourgogne, dans l'Auxois, entre Puyan-Auxois et Vito. Enfin, quand vous allez sur le 6, c'est avant Beaune. Et à un moment donné, j'ai eu envie de porter un projet qui s'appelle effectivement le bœuf éthique et qui a visé à mettre en place un abattoir mobile pour bovins. Et là aussi, c'est encore plus délicat de vous avouer que du coup, je suis devenue aussi abatteuse de bovins, parce que là, c'est encore pire, on est en des assassins. Et comment on en vient, quand on est éleveuse, à porter un projet d'abattoir mobile? C'est un sujet un peu glauque, comme ça, on peut se dire, l'abattage des animaux. Mais en fait, tout simplement parce que si on est éleveur et qu'on doit, et c'est normal parce qu'il y a des normes qui sont là pour protéger les consommateurs, mettre en vente notre viande, il faut qu'elle puisse passer par des abattoirs qui sont agréés par les services de l'État.
Et donc, il faut des abattoirs. Or, on a depuis un certain nombre d'années une disparition assez importante sur tous les territoires des abattoirs. Et quand les abattoirs disparaissent, ça veut dire qu'il y a de grandes distances à parcourir pour nos animaux. Et donc là, on entend tout un tas d'associations animalistes qui nous disent qu'on ne peut plus les transporter. OK, on ne peut plus les transporter, mais on fait comment, en fait, concrètement, si on n'a plus rien sur place pour les abattre et les transformer ? Et nous, paysans, en fait, si on n'a pas la possibilité d'abattre nos animaux et de vendre leur viande, concrètement, en fait, on meurt, on n'a pas de revenus. C'est donc uniquement pour une question de vie ou de mort que moi, je me suis lancée, en fait, quelque part dans ce projet de mettre en place un abattoir mobile pour essayer de créer une nouvelle filière pour que les éleveurs retrouvent du sens à leur métier, un revenu, et qu'on puisse effectivement dire que oui, on doit abattre des animaux d'élevage, mais on peut le faire dans de bonnes conditions, en respectant les normes et en respectant la dignité de nos animaux d'élevage. Merci, je crois qu'on peut l'applaudir parce que c'est un beau projet et ça va me permettre de rebondir et de passer la parole à André. André Sergent, donc, tu es le président de la Chambre d'agriculture bretonne. On a beaucoup critiqué, entendu de critiques sur le modèle agricole breton. On a aussi entendu beaucoup d'âneries sur le modèle agricole breton. Certes, nous avons parfois des exploitations qui peuvent avoir un impact fort et important sur l'écosystème, et on pense évidemment au sujet des algues vertes. Mais on va pas aller sur ce sujet-là. Par contre, moi j'aimerais que tu nous dises pourquoi sur nos terres bretonnes, imaginez la fin de l'élevage et imaginez la fin des vaches dans nos pâturages et dans nos exploitations serait néfaste pour l'environnement. Et ça paraît contradictoire, mais c'est une réalité, je pense que tu peux nous l'expliquer. Bien, bonjour à tous, et juste me présenter un peu plus. Donc en fait, je suis un éleveur et un énergiculteur, à savoir que sur mon exploitation, on a un troupeau de 150 vaches laitières, un troupeau de truies, donc de porcs, naisseurs-engraisseurs, 300 mères. Et depuis maintenant 8 ans, on est aussi énergiculteur parce qu'on a une installation de méthanisation et également du photovoltaïque. Voilà qui je suis, et en parallèle, donc président de la Chambre de Bretagne. Alors, sur ta question, là, en fait, je le dis très clairement, contrairement aux idées reçues, aujourd'hui, dans notre agriculture bretonne, il n'y a pas un modèle pour produire. Il y a une très, très grande diversité de façons de produire aujourd'hui, et c'est très bien. Et nos jeunes qui s'installent ont chacun, individuellement, un projet qui est différent l'un de l'autre. Mais globalement, la force de notre agriculture bretonne, c'est bien le système de polyculture élevage, en lien avec tout le nord Bretagne, où on a également toute une zone légumière qui est assez importante. Alors maintenant, sur le sujet de l'élevage, aujourd'hui, j'ai des chiffres, et je sais que le ministre à mes côtés les a également. On a des chiffres, en France aussi d'ailleurs, qui montrent et qui démontrent le recul de l'élevage sur nos territoires, et en Bretagne aussi. Et donc par rapport à ça, je pense qu'il est temps de trouver les moyens de redonner l'envie aux jeunes de faire de l'élevage. Mais comme ça a été dit avec ma collègue là tout à l'heure, aujourd'hui, être éleveur à certains moments, et notamment nous en Bretagne, dans certaines productions, eh ben, il ne faut pas trop le dire, il faut presque se cacher. Et donc c'est un vrai problème. Alors que chez nous, c'est très clair, c'est l'élevage bovin qui façonne nos paysages. Et donc quand on parle de biodiversité, et que de l'autre côté, on nous parle de l'évolution du climat en nous disant aussi que le problème par rapport au gaz à effet de serre, c'est l'élevage. Vous avez les chiffres sans doute, moi aussi. Effectivement, on est émetteur, mais à côté de ça, notre agriculture, avec notamment notre élevage bovin, elle est aussi force pour capter ce carbone. Et c'est pour ça que sur l'élevage bovin, il faudra être très vigilant, parce que, l'élevage, depuis maintenant plus d'une décennie, au niveau économique, c'est très compliqué. 2, au niveau sociologique, c'est quelque chose que vous ne percevez peut-être pas, même quand on est dans des logiques d'exploitation agricole, entre guillemets, dites modernes, sous-entendu un peu robotisées, l'élevage, c'est toute l'année. Ce matin, j'y étais très tôt, voilà, c'est toute l'année, le samedi, le dimanche, à Noël, tout le temps. Et donc, par rapport à la société dans laquelle nous vivons, voilà, et je ne critique pas ça, c'est-à-dire les éleveurs, les agriculteurs aspirent aussi, comme vous,
à des temps libres. Voilà, il faut entendre ça. Et c'est pour ça que nos jeunes, il faut leur donner la possibilité de faire l'élevage et de vivre dans un contexte économique un peu plus favorable et dans un contexte sociologique qui leur permet aussi d'être, entre guillemets, comme tout le monde. Donc voilà les points que je voulais mettre en avant. Et alors après, par rapport à la biodiversité, je crois qu'il y a un chercheur qui est bien connu, c'est Jean-Louis Perrault de l'INRAE, qui démontre très très bien que la disparition de l'élevage sur nos territoires, ça va être catastrophique, quoi. Catastrophique. J'ai juste un exemple, parce que ici ou là, il y a dans des petites zones en Bretagne où on a déjà l'élevage qui est parti. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les bas-fonds, toutes les zones humides, les fonds de vallée, donc tout ça, ça s'enfriche. Qu'est-ce qui vient là-dedans? C'est le sanglier. Et dans les bonnes terres, on met des céréales. C'est un modèle, effectivement, que voilà, notre Bretagne, voilà, moi, j'en veux pas. Voilà. Donc à partir de là, il faut trouver les moyens de préserver l'élevage. Et puis surtout, ce dont d'ailleurs je suis fier, c'est que quand on nous a nommé un ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, ben je pense que c'est bien. Parce que moi, la souveraineté alimentaire, je me souviens de mon père m'en parler. C'est-à-dire, c'était juste après la guerre. Je me disais, on n'en parlera plus jamais de ça. Ben si. Ben si, faisons attention. Ça a été cité, aujourd'hui, par exemple, un poulet sur 2 qui est consommé en France vient de l'extérieur. Et demain, si on n'y prend pas garde, eh ben, notre pays, notre région pourrait être aussi très dépendante des autres pour se nourrir. Et moi, j'ai toujours considéré et entendu aussi mon père le dire, bah oui, l'alimentation, c'est une arme, donc faisons attention. Merci André. Pour bien expliquer, et avant de passer la parole à Gaël, peut-être pour un éclairage plus du droit et des enjeux que nous avons, justement, la problématique que nous avons ici en Bretagne et dans beaucoup d'endroits, c'est imaginons, plus d'exploitation agricole faisant de l'élevage. Que se passe-t-il? Il faut que ces terres servent, et donc on va avoir des agriculteurs qui vont faire autre chose. Ils vont faire, par exemple, sur nos territoires, de la céréale. Quand vous faites de la céréale, les talus et le bocage breton, très vite, ça vous emmerde parce que vous avez besoin de grands champs. Donc, vous allez couper et araser les talus. Résultat des courses, vous allez avoir une terre qui va s'appauvrir, une terre qui va favoriser les crues parce que quand il n'y a pas de talus chez nous, il n'y a pas de régulation de l'eau et donc on a des phénomènes de crues. Et nous allons avoir une sorte de catastrophe écologique du fait de la fin de l'élevage. Il faut bien qu'on se prenne conscience de ça. Alors oui, nous devons manger de la viande produite localement. Mais imaginons que si nous n'avons plus de viande produite localement, on aura encore des gens qui vont continuer à manger de la viande et nous allons avoir un système qui est un système où on va importer de la viande. Donc vraiment, soyons très vigilants sur les discours qui sont des discours parfois un peu jusqu'au boutiste sur la question de l'élevage et du bien-être animal, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des solutions, et Émilie le dit, pour avoir un bien-être animal, concilier le bien-être animal et l'élevage et la nourriture par la viande. Alors, Gaël, est-ce que, avant de donner la parole au ministre qui nous fera un premier peut-être bilan d'étape de nos discussions avec les enjeux, au niveau du droit et au niveau de l'environnement, est-ce qu'on a des outils aujourd'hui suffisants et est-ce qu'il faut les améliorer? Et surtout, parce que vous êtes chercheuse, quelle est votre vision aussi sur cette début de discussion que nous avons? Merci beaucoup. Alors le droit, c'est un des moyens du politique. Finalement, c'est un des moyens d'action du politique. Le politique détermine ce qu'il veut faire et ensuite, il passe par le droit ou par d'autres moyens, et je reviendrai dessus ensuite, pour agir. Le droit de l'environnement est souvent vécu par les acteurs assez négativement. Quand on parle de droit de l'environnement avec les acteurs, souvent ce qui nous revient, c'est beaucoup de contraintes qui s'accumulent, des lois qui changent, des règlements qui changent vite parfois, des difficultés à s'adapter. Ah oui, quand un règlement, quand des seuils évoluent, des normes évoluent, un cahier des charges évolue, eh bien pour l'acteur, ça demande une transition personnelle, une transition économique. Il faut qu'il se forme, il faut qu'il s'adapte. Et donc, le problème pour moi, puisqu'il faut bien en venir à ça, c'est que la France sait faire des normes. L'Union européenne sait faire des normes. Par contre, on ne sait pas les enlever. On ne sait pas, si vous voulez, les remplacer. Et donc, au lieu d'avoir des normes qui, effectivement, évoluent, s'adaptent face à des situations qui s'adaptent et qui évoluent, on a des normes qui s'accumulent.
Et on le voit, l'inflation législative est un problème majeur, que ce soit en droit de l'environnement, mais en général aussi. Et donc, le juriste environnementaliste, face aux acteurs, parfois est un petit peu démuni, mis en porte-à-faux, parce qu'on ne parle pas forcément la même langue et on n'a pas forcément les mêmes aspects. Et ce qui m'a marqué dans les discours qu'on a pu entendre, c'est que le droit n'est pas la seule solution. Le droit peut faire beaucoup de choses, il peut interdire, il peut permettre, il peut encadrer, et il le fait déjà très bien. Mais quelque part, il n'y a pas que ça. Je vais prendre un exemple. Le grand hamster d'Alsace, qui est classé sur la liste rouge de l'UICN. Le grand hamster d'Alsace est un rongeur très mignon. Honnêtement, c'est tout rayé, voilà, c'est très bien, c'est très beau. Et c'est un animal qui est très en danger, parce qu'il est très fragile et très sensible au réchauffement climatique et très sensible aussi à la monoculture. Et on en revient au thème de notre table ronde. Le grand hamster d'Alsace, il a besoin de plusieurs céréales pour vivre. Or, en Alsace, eh bien, il y a eu une transformation agricole, évidemment, et on est plutôt passé, sur certaines années, à de la monoculture. Le grand hamster d'Alsace est aussi très sensible au réchauffement climatique. Il n'a vraiment pas de chance. C'est une espèce un petit peu effectivement fragile et aussi sensible à la fragmentation de son habitat, notamment par l'urbanisation. Le droit européen protège. Le grand hamster d'Alsace, c'est une protection extrêmement étendue sur le principe. Pourtant, ça ne marchait pas. Eh oui, le grand hamster était très protégé. On ne pouvait pas le détruire, on devait protéger son habitat. Et pour autant, la quantité d'espèces n'augmentait pas. Ce qui s'est passé, c'est que la région Alsace a créé un plan d'action pour le protéger, et notamment en associant les agriculteurs. Beaucoup d'études, des essais en laboratoire, des essais en animalerie avec des types d'alimentation. Et au final, qu'est-ce qu'ils ont détecté? Déjà que le grand hamster d'Alsace, le problème, c'est qu'il a besoin de couverts, parce qu'il est très exposé aux prédateurs, en plus. Il n'avait pas besoin de ça. Et il sort l'été, quand il y a la moisson des blés, et qu'il n'a plus de couvert pour se protéger. Et donc, vous imaginez ce qui se passe, eh bien, le grand hamster se fait attraper par tous ses prédateurs. Donc déjà, première chose, ce qu'ont décidé de faire les agriculteurs en lien avec les élus, c'est de développer des zones protégées où il n'y a plus de monoculture, où il y a de la luzerne, où il y a du blé, etc. Et donc, l'alimentation est assurée. Et d'autre part, ça favorise l'état des sols, puisqu'on sait bien que la monoculture n'est pas toujours très efficace pour la bonne santé des sols et pour leur protection. D'autre part, ils ont créé des systèmes permettant de garder un minimum de couverts. Et donc le grand hamster d'Alsace, lui, peut désormais circuler sans être en vue de tous ses prédateurs, ce qui est quand même un peu embêtant. Donc, finalement, là, est-ce que c'est le droit qui a permis quelque chose? Il l'a certainement incité, ou est-ce que c'est finalement plutôt le volontarisme des acteurs locaux, en association avec les agriculteurs, en permettant de créer une synergie entre les besoins de tous qui a marché? Mais certainement un peu les deux. Et donc c'est pour ça que je disais que le droit n'est qu'un des moyens du politique et il ne faut pas se focaliser uniquement dessus. Parce que sinon, je pense que le grand hamster, eh bien, il serait vraiment dans la difficulté actuellement. Bon, il l'est toujours, hein. On n'est pas non plus dans une situation extrêmement favorable. Néanmoins, en 2021, on a compté beaucoup plus de terriers qu'il n'y en a jamais eu depuis des années. Donc, bonne nouvelle, le grand hamster n'est pas sauvé. Et pourtant, il est en meilleure santé et je pense qu'on peut s'en satisfaire. Merci Gaëlle pour cet exemple qui... Alors j'ai regardé avec Marc, il est effectivement très mignon, le grand hamster d'Alsace. Je vous encourage. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait sur leur téléphone. Voilà, pour ceux... Google, mon ami, allez regarder le grand hamster d'Alsace, il est très mignon. Pas si grand que ça d'ailleurs. Voilà. Alors Marc, on a là quand même des enjeux importants pour notre pays. La France est un producteur agricole historique. Nous avons pendant longtemps nourri l'Europe et je pense qu'on a cette chance de le faire. Mais on a vu aussi que depuis quelques années, les chiffres étaient moins bons et que pendant très longtemps, la balance commerciale agricole qui était largement positive pour la France ne l'est plus, il me semble, sur certains chiffres, ou difficile. On arrive à un équilibre. Alors comment on imagine aujourd'hui répondre à ces enjeux? Les enjeux du climat,
les enjeux de la biodiversité et de la qualité de nos paysages, sachant qu'on l'a dit, et je crois qu'Émilie, vous l'avez bien résumé, sans paysans, pas de paysage. Et d'ailleurs, dans la nature, qu'est-ce qu'on aime? C'est la nature ou les paysages? C'est une vraie question, peut-être qu'il faudra qu'on se pose aussi, et qu'il faut qu'on se pose pour avancer sur le sujet. Donc comment on fait, Monsieur le Ministre, pour nourrir les Français avec des aliments de qualité, des aliments sains, et des aliments qui préservent notre environnement, et peut-être même, je vais être audacieux, qui à certains endroits reconquiert cette qualité, et le grand hamster d'Alsace est un exemple. On a parfois la possibilité de reconquérir des zones qui ont été abîmées par la main humaine. Alors comment on fait, Monsieur le Ministre? Voilà une bonne question. Je vais commencer par peut-être essayer de poser le problème de la façon suivante, mais ça rejoint ce que tu viens de dire, c'est à la vérité, le système, en tout cas au niveau français et européen, le système dans lequel on vit est un système profondément anthropisé. C'est-à-dire l'essentiel de ce qui fait nos paysages, y compris nos paysages naturels, y compris nos paysages forestiers, c'est des paysages et des écosystèmes qui sont liés à ce qu'a fait l'homme, positivement ou négativement d'ailleurs. Il y a très peu d'endroits en France, mais je parle sous l'œil d'une experte en tout cas, mais il y a très peu d'endroits en France où on puisse dire c'est l'état de nature. Il s'est passé des choses pendant des siècles. Il y a peut-être la Guyane, mais c'est un peu loin de l'Hexagone. Mais globalement, tous les espaces dans lesquels on vit, c'est des espaces qui sont le produit de l'activité des êtres humains. Et je pars de ça parce que si on n'a pas cette conscience-là, on n'a pas la conscience de ce qu'est notre propre responsabilité, me semble-t-il. Et donc il faut qu'on réfléchisse les choses avec l'idée que le système étant, et je ne vois pas avec la densité que nous avons et la démographie que nous avons, l'idée qu'on puisse, hors marge, revenir à un état de nature. Et d'ailleurs, le déséquilibre est si grand que je ne suis pas sûr que ça soit pas, ça me permettra de parler élevage, un peu contre-productif. Donc on a un système qui est sous la dépendance de notre action. Quand elle est négative, c'est regrettable, mais elle peut être positive aussi. Et donc c'est aussi là-dessus qu'il faut, me semble-t-il, travailler. Deuxième élément, le besoin de biodiversité. À la vérité, ça m'amènera à la question de la souveraineté. Le besoin de la biodiversité, c'est un besoin pour les écosystèmes évident. C'est un besoin pour, y compris les activités agricoles, parce que je pense qu'on voit bien qu'un certain nombre de réponses qu'on a devant nous, mais le président de la Chambre le sait mieux que moi encore, c'est un certain nombre des réponses qu'on peut apporter, c'est des réponses qui sont ce qu'on dit des solutions par la nature. Les systèmes de biocontrôle, la place de la haie, on n'a pas parlé de la qualité agronomique, la qualité des sols, qui est un élément, une grande partie de la vie, on ne la voit pas, elle est en sous-sol. C'est un élément absolument fondamental parce qu'on voit que l'agriculture qu'on avait parfois développée depuis des années a parfois créé des problèmes sur la nature des sols et leur richesse et leur capacité à produire. Donc c'est un élément important pour la souveraineté. Puis un troisième élément, quand même, il y a une question éthique qui est posée dans cette affaire de biodiversité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire que nous céderions aux générations futures une biodiversité encore plus dégradée. Donc on a une responsabilité, c'est une question éthique quand même, les questions de la biodiversité. C'est une question économique, c'est une question écosystémique, et c'est une question éthique. Premier élément. Deuxième élément, je vais essayer de ne pas être trop long, Erwan, je te rassure. T'inquiète, si je prends... La vérité, c'est, je vais essayer de l'éclairer par un ou deux sujets. La vérité, c'est que tout ça est très compliqué. Quand, je ne sais plus qui disait que la moitié de l'élevage bovin, non, l'élevage de volailles venait des frontières extérieures, si vous faites quelque chose de simple en termes de souveraineté alimentaire, c'est qu'il faut refaire des volailles en France. C'est-à-dire qu'il faut doubler le nombre de volailles en France. Je n'ai pas le sentiment que ce soit la volonté exprimée par un certain nombre, en tout cas. Or, on ne peut pas à la fois dire, il y a des sujets de déforestation importés, il y a des sujets de gaz à effet de serre importés, et pas se poser la question de quelle est la part que nous prenons à ça, c'est-à-dire la part de reconquête. Ça me permet au passage d'ailleurs de répondre à quelque chose qui est parfois un objet d'inquiétude chez les agriculteurs. On est globalement, en tout cas en viande rouge, sans doute en tendance longue et lourde en diminution de consommation de viande rouge. Mais il suffirait de deux choses pour que les choses soient supportables économiquement. Un, qu'on paye la viande au prix qu'elle coûte. Et deuxième sujet, c'est de reconquérir des marchés que nous avions perdus. Même en diminution, si on court plus vite en reconquête intérieure, ça n'a pas d'effet forcément mauvais. Et j'en viens à l'élevage pour finir, en fait, et essayer d'éclairer. Là où c'est compliqué, c'est que
à la vérité, les systèmes, quand on regarde les systèmes agroécologiques sur lesquels beaucoup de gens travaillent, et qui est au fond la reprise de vieilles pratiques, hein, mais mises au goût du jour, parce qu'on y intègre un autre élément qui est la question du dérèglement climatique, c'est souvent des modèles qui sont basés sur l'élevage. Au-delà de ce que ça apporte en termes de biodiversité, quand vous regardez, y compris des modèles que tu critiques, c'est-à-dire les modèles de plaine fertile, non, je blague. C'est des modèles sur lesquels une partie des agriculteurs avaient de l'élevage. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas à la fois dire il faut qu'on lutte contre le dérèglement climatique, donc il faut qu'on ait des fertilisants qui ne soient pas issus de la pétrochimie, et à moins que quelqu'un vienne nous dire, alors là, il faut qu'il regarde l'histoire multimillénaire, qu'on peut faire de l'agriculture sans fertilisants. Mais alors ça, c'est une théorie. Et donc, pour récupérer des fertilisants, il y en a une deuxième catégorie, c'est les fertilisants organiques. Et une grande partie des fertilisants organiques, ils viennent de l'élevage. Ça veut dire, le modèle qui devrait plutôt se développer, en théorie, en tout cas, c'est plutôt un modèle de polyculture-élevage. Et donc, on a besoin de l'élevage, au-delà de ce que vous avez dit tous, sur la question de ce que ça produit en termes de biodiversité. Et donc, cette complexité-là est immense. Alors après, il faut qu'on fasse de la hiérarchie, moi, je pense. Si on veut tenir un modèle d'élevage, une fois que j'ai dit ça, il ne faut pas qu'on vienne... D'abord, il faut qu'on fasse de la planification, y compris pour les éleveurs, parce qu'il n'y a pas de chemin si jamais, tous les matins, on change les règles. C'est impossible, parce qu'il faut que les opérateurs s'organisent, et dire tous les 2 ans, je change les règles, c'est à s'assurer d'une chose, c'est qu'à la fin, on continuera à importer encore plus. Et ça, c'est une question de souveraineté. Mais c'est aussi une question de biodiversité. Et donc ça, c'est un élément qui me paraît absolument central. Et je voudrais finir, pour ne pas être trop long, sur un sujet qui me... Mais Maud le sait, puisqu'on en a parlé, mais qui est un sujet polémique, mais qui est un très beau symbole des contradictions du monde dans lequel on vit, c'est le sujet du loup. Parce qu'elle a dit... Alors, franchement, notre ministre est quand même courageux, parce qu'être ministre de l'Agriculture et prononcer le mot loup... tu sais pas ce que le sort que je lui réserve. Non, mais... Franchement, quel courage. Non, mais je le dis parce que c'est très symbolique. Moi, je le fais devant les agriculteurs, j'ai toujours défendu la question de la biodiversité, et l'idée, quelqu'un me disait ça l'autre jour, il me disait, il faut éradiquer le loup. Jamais vous me trouverez sur ce chemin-là. Jamais. Parce que je pense que ça fait partie d'une biodiversité qui est quand même le symbole de ce qu'on arrive à reconquérir. Mais si on ne comprend pas que l'extension du loup pose après des problèmes systémiques sur un certain nombre de pratiques d'élevage, je pense au pastoralisme, vous allez vous heurter à 2 choses. D'abord, le monde agricole, le monde de l'élevage, je parle sous l'œil d'un éleveur, c'est le monde de la lutte qui a lutté pendant des années contre les prédateurs. C'est-à-dire que dans le même temps qu'on dit qu'il ne faut plus d'élevage à l'intérieur des bâtiments, on leur dit mettez-les à l'extérieur des bâtiments, et à l'extérieur des bâtiments, je vous soumets à la contrainte du loup, qui est une peur millénaire. Hein. Et donc, si on n'arrive pas à trouver un point d'équilibre sur cette question-là, et c'est la question, pour moi, des règles qu'on se donne parfois, le grand hamster étant en danger, c'est à quel moment on dit, on produit de l'interdiction, et à quel moment on dit, désormais que l'espèce est à statut, je ne sais plus comment on dit, est à statut de préoccupation mineure, on va dire, à ce moment-là, on réinterroge la question de la place du loup. Le loup est en train de s'installer dans le Massif central, en Lozère et en Aveyron, dans un système qui est complètement basé sur l'élevage ovin, avec des produits de qualité qui sont le roquefort, par exemple. Si on installe ça de manière durable, sans réguler, je le dis très simplement, ça disparaîtra, l'élevage. Parce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que son seul horizon, c'est tous les matins d'arriver à ramasser des brebis et d'en être morte et d'en être réduit au remboursement de la perte. Parce que vous n'êtes pas éleveur pour nourrir des prédateurs. Et donc, je suis très attaché à ce sujet-là parce que c'est un sujet où il faut qu'on tienne un équilibre que je défends. Mais il y a un moment, comme on est dans un système anthropisé, on ne peut pas dire « je veux de l'élevage extensif parce que ça tient les paysages, je veux des loups, il faut qu'ils protègent leurs loups, il faut qu'ils protègent leurs brebis, donc il faut des chiens patous. » Mais comme les chiens patous eux-mêmes mordent les randonneurs portent plainte, on est dans un système de zinzin. Donc si on n'arrive pas à le poser tranquillement, mais vous ne me verrez pas dire
qu'il ne faut pas défendre cette biodiversité là aussi. La question, c'est le point d'équilibre. Et c'est un élément extrêmement important pour moi. Et ça va faire la transition justement avec une première question et un sujet qui me semble important. Je crois que chacun le voit, en parlant de polyculture, en parlant de notre rapport à la nature, on voit bien qu'il y a une question d'équilibre. Alors, quand les activités humaines, il y a aussi un besoin d'équilibre économique. Et il y a une question que je trouve intéressante, c'est quelle est la différence entre le coût de l'abattoir mobile comparé à l'abattoir classique de Quimperlé que tout le monde connaît ici, pour le consommateur et pour l'agriculteur, sachant que ça permettra aussi de rebondir sur une vraie question quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est la vie de nos territoires et la vie des agriculteurs. Comment aujourd'hui les agriculteurs vivent et comment ils vivent bien de leur travail sans être obligés comme certains aujourd'hui à avoir des vrais, tout simplement des fins d'exploitation parce qu'ils n'arrivent pas à dégager suffisamment de salaire, de revenus pour faire vivre eux et leurs familles. Alors la différence de prix, c'est combien, madame, au kilo là vous me le faites à combien votre kilo de rhum steak? Alors ça va être très très dur de vous répondre, en fait, tout simplement parce qu'en fait ça fait 1 an qu'on a mis en place l'abattoir mobile et que notre premier exercice comptable n'est pas fini. Et donc voilà, et puis bon, on n'a jamais vu non plus, il y a peut-être des chefs d'entreprise un peu dans la salle, j'imagine, j'en sais rien, mais on n'a jamais vu une entreprise atteindre son point zéro en première année, quoi. Donc clairement, comment dire, il y a l'aspect économique. Je pense que clairement, on a fait les frais d'une expérimentation avec des coûts importants, etc. Et donc je pense qu'on arrivera à arriver à un équilibre à un moment donné. Mais on aura besoin aussi d'un soutien. Si vous aussi vous trouvez que c'est important de trouver des outils différents pour s'adapter et apporter des solutions d'abattage sur les territoires qui commencent à en être dépourvus, et lutter efficacement sur les territoires, sur la souveraineté alimentaire, ça veut dire que c'est aussi des politiques publiques qui doivent accompagner aussi des outils comme le nôtre, mais comme d'autres qu'il y a partout. Je crois qu'il y a un projet dans le Finistère, on en parlait tout à l'heure avec André Sergent, parce qu'effectivement, l'enjeu de la souveraineté alimentaire, c'est à la fois de la production et c'est à la fois aussi les enjeux de transformation. Et là, je repense à la loi Egalim avec ces incitations pour toutes les collectivités locales à remettre de l'alimentation de qualité locale, etc., pour l'éducation, ne serait-ce qu'au goût, à la gastronomie des plus jeunes. Pour faire cela, il faut être doté d'industries, d'outils de découpe, d'outils de transformation, d'abattage pour pouvoir répondre localement de façon territorialisée à ces enjeux d'alimentation. Parce que la souveraineté alimentaire, c'est s'attacher de pouvoir être en mesure non seulement de produire, de transformer, mais enfin en tout cas d'apporter jusque dans les assiettes et d'un point de vue local, en rémunérant tous les acteurs de la chaîne. C'est ça, c'est s'assurer que ces assiettes soient pleines, mais pas pleines n'importe comment, et que effectivement en amont, on ait effectivement eu toute cette chaîne-là. Alors désolé, je n'ai pas les chiffres, je ne peux pas encore tous les inventer, mais je sais que c'est un enjeu important. Si l'enjeu de demain, c'est de laisser une planète vivable à nos enfants et une alimentation qui les permette de rester en bonne santé, eh bien ça doit faire partie d'une politique. Et on a de la chance parce qu'en fait, c'est la seule politique la politique agricole qui est une politique européenne dotée d'un certain nombre de fonds. Merci. Alors, sur le sujet de la nature, votre titre, c'est présidente du comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'on émet là que les agriculteurs sont une partie intégrante du levier pour avoir cette conservation de la nature dans notre pays? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou est-ce qu'on est complètement à côté de la plaque? Pour vous, qui êtes la présidente de l'UICN. Alors, je suis la présidente de l'UICN, je suis aussi fille et petite-fille d'agriculteurs, donc j'ai quand même passé une partie de mon enfance dans les champs, pas toujours d'ailleurs de façon très... très enthousiaste quand on est jeune ado, mais en tout cas, c'est un domaine que je connais bien.
Le sujet aujourd'hui, et je pense que le sujet principal, et finalement le ministre l'a esquissé à travers ce sujet polémique du loup, mais on aurait pu en évoquer d'autres, c'est qu'il faut absolument faire en sorte d'arriver à établir des consensus. Parce qu'en fait, on vit quand même sur la même planète, avec les mêmes ressources, avec les mêmes objectifs. Demain, il n'y a plus d'agriculture s'il n'y a pas de biodiversité, s'il n'y a plus... il n'y a pas une bonne alimentation et on a, face à la crise, on est aujourd'hui on a vécu en un an quand même ce qui pourrait être l'avenir. La grippe aviaire, l'augmentation du prix de l'énergie avec la crise de l'Ukraine, dont on ne sait pas très bien où on est parti, le gel, la grêle, la sécheresse, les feux de forêt. On a eu un épisode en un an, et c'est peut-être celui qui va se répéter dans les 10 prochaines années. Avant, c'était des scénarios hypothétiques, aujourd'hui, c'est des scénarios réels. Donc en fait, on ne peut pas construire des solutions ensemble si on ne discute pas ensemble. Vous évoquiez tout à l'heure la question des espèces protégées. On obtient des résultats que lorsqu'il y a concertation. Il y a le rôle des scientifiques, qui est d'avoir des baromètres, les listes rouges, on en a d'autres, d'avoir des instances de l'État qui réunissent pas simplement des écologistes, mais des gens qui sont des scientifiques, des représentants des agriculteurs, des chasseurs, qui sont présents dans les mêmes instances et qui discutent, et ensuite de se mettre en place des plans nationaux d'action. Alors effectivement, il faut du droit derrière pour que tout ça s'applique, mais en fait, ça ne marche que quand il y a des plans nationaux d'action. Ça marche sur les espèces comme le loup qui a été évoqué, et je pense qu'on n'a pas réussi à avoir le dialogue suffisant. Je pense que le débat qu'on a aujourd'hui, on aurait pu l'avoir en 1997, on aurait pu l'avoir au moment de la mise en place de la Convention de Berne. C'est répétitif et on n'a jamais trouvé la solution d'échange et les mesures d'accompagnement. Quand on met en place des mesures d'accompagnement, il faut investir. Si on sort du domaine terrestre et qu'on va dans le domaine de la pêche, qui est aussi un énorme sujet complexe en matière d'alimentation, on a eu par exemple une disparition du thon pendant longtemps qui était classé en très grave danger. Sur les 7 espèces les plus consommées et les plus pêchées. Et l'année dernière, au moment où la France a accueilli le congrès international de l'UICN, la bonne nouvelle dans la publication des listes rouges, c'est que sur ces 7 espèces, 4 étaient sorties de la zone de danger. Pas de façon miraculeuse, mais pourquoi ? Parce qu'il y a eu un travail fait avec les structures de pêche, la mise en place de quotas, un travail réglementaire, l'interdiction de pêche à certaines époques. Et en fait, on a fait sortir ce thon rouge. Aujourd'hui, on n'en aurait plus dans les possibilités alimentaires. Et puis, on s'est aperçu aussi de mauvaises pratiques qui étaient, c'est plus vrai sur la pêche, mais qui étaient que même dans les cantines de vos enfants, on consommait de la saumonette. Et puis, en fait, c'était des petits requins. Enfin, voilà, il y avait un certain nombre de choses qui n'étaient pas totalement bien suivies. Donc, il faut de la science, il faut du dialogue, et il faut d'autres modèles. Et c'est pour ça, si on sort juste du sujet loup, du sujet bouquetin ou de d'autres sujets, bon, je ne parlerai pas de tout, monsieur le ministre, c'est promis, c'est qu'il faut qu'on ait une nouvelle philosophie de la Terre. Une philosophie de la Terre, c'est le modèle qu'on essaie de nous développer en proposition, c'est-à-dire une agriculture qui préserve les sols. Le ministre l'a évoqué, on arrête de labourer, on laboure moins, on expose la matière organique du sol à l'air qui va se dégrader, et donc on a une meilleure fonction du sol, on a un maintien de la biodiversité des micro-organismes, donc on améliore la fertilité du sol aussi, on utilise aussi moins d'intrants. On peut avoir des prairies et de l'élevage, donc avoir du bien-être animal. Ça permet de réconcilier aussi les différents domaines. On réconciliera les urbains des villes qui ont une image théorique de l'agriculture et qui ont une image aussi théorique de la nature, je peux vous rassurer, parce que je vois les débats qui peuvent se passer dans un certain nombre de grandes villes. Les solutions qui sont proposées par les gens qui pensent défendre la biodiversité sont utopiques. Non, on ne peut pas fermer les zoos et libérer, je pense que vous ne seriez pas d'accord, la panthère des neiges dans les Vosges. Je pense que ça créerait d'autres soucis que le loup. Donc il y a des solutions qui n'existent pas et qui existent de façon théorique. Donc il faut un effet cumulatif des prairies non labourées, on a moins besoin d'intrants, donc on a moins besoin aussi, je pense, d'antibiotiques pour les espèces, et on a aussi une meilleure condition de santé pour les agriculteurs. Moi, mon grand-père, il est mort 1 mois après sa retraite d'un cancer des poumons. Et c'est sans doute pas en se baladant dans la nature qu'il l'avait attrapé, c'est sans doute en raison des produits chimiques. C'était en 91. Aujourd'hui, le domaine a changé, mais il faut aussi se dire que ce qu'on doit préserver, c'est les agriculteurs comme premiers ambassadeurs et comme premiers travailleurs qui peuvent permettre de maintenir cette nature en bonne santé. Merci. En réalité,
Avant de passer sur deux questions là qu'on va pouvoir lier, qui sont aussi qui sont très intéressantes, c'est en réalité il faut qu'on revoie peut-être un peu la vision descartienne que l'on avait, qui était maître et possesseur de la nature, et qu'on passe peut-être à tuteur et protecteur de la nature. C'est une piste comme ça que je vous mets au débat. Marc et André et Gaël, il y a deux questions là qui sont intéressantes, parce qu'il y en a une qui serait presque, quand on connaît un peu le mode, la réalité de l'agriculture, qui serait presque une question d'agribashing, quoi, parce que l'élevage en plein air contribue à la biodiversité, ça on est tous d'accord. Comment les éleveurs en élevage intensif, alors moi je ne sais pas ce que c'est l'élevage intensif chez nous, parce que 150 vaches, c'est pas de l'élevage intensif, hein, il faut le dire, vers un modèle concourant à cette biodiversité. Et que fait le ministère pour combattre l'agribashing ? Qu'est-ce que vous faites, Marc Fesneau, pour que les agriculteurs soient un peu moins, comment dire, bâchés par notre société? D'abord, moi je suis, ça rejoint ce qui a été dit à l'instant sur... moi je ne crois pas qu'on fasse évoluer les systèmes contre les gens. Ça n'existe pas. Pour préserver ce que vous avez décrit sur le hamster, c'est très intéressant parce que, à la vérité, on peut toujours produire de l'interdiction, et moi je pense que parfois c'est nécessaire d'ailleurs, hein, sauf que si des gens ne se saisissent pas eux-mêmes de la question, disons, en fait je pense qu'il faut en faire un élément d'appropriation, c'est-à-dire que la biodiversité devienne pour les gens une fierté. En tout cas la biodiversité, quand on sera fier des vers de terre, ça, on aura fait un grand pas, mais prenons dans l'ordre, prenons ce qui est visible à l'œil. Moi je vais vous raconter une histoire. J'étais président de communauté de communes et on avait décidé de prendre un programme Natura 2000 dans la Beauce, qui n'était pas complètement rompu à l'exercice de la biodiversité. Et donc, je fais une première réunion avec des agriculteurs, et là, un agriculteur se lève et me dit « Mais ça veut dire qu'on ne va plus pouvoir tuer les busards ». Et je me lève et je lui dis « Mais vous savez que ça fait 30 ans qu'il est interdit de tuer les busards ». J'ai eu le sentiment qu'on partait de loin dans notre dialogue. Mais à la fin, je finis... Et à la fin, les types, alors ils étaient un peu... Ils venaient me voir, ils me disaient, bon, j'ai dit à l'association environnementale qu'il y avait un nid de busard, mais ne répète pas que j'ai dit qu'il y avait un nid de busard, parce qu'il y avait une espèce... Et en même temps, je sentais qu'il y avait une forme de fierté, parce que je leur avais dit, vous avez parmi les dernières populations de busards cendrés, de busards des roseaux et autres, et ça, c'est un élément de votre patrimoine. Vous ne faites pas pour les autres, vous le faites pour vous. Et ça, si on n'arrive pas à faire ça, les agriculteurs, ils sont sur le terrain, ils tiennent la terre, et si on n'arrive pas à les embarquer eux-mêmes et à les convaincre eux-mêmes, ce qu'ils sont pour beaucoup d'entre eux, mais c'est pas la même chose de les convaincre par le débat, le dialogue et la sensibilisation que par la contrainte. Si ce n'est que de la contrainte, ça ne marchera pas. Deuxième élément, je suis même pas sûr que ça soit une question, parce que j'essaie de ne pas nourrir la querelle urbain-rural. Nous sommes dans une société qui, globalement, n'a plus de lien à ce que sont les processus naturels. Moi, je suis dans un village, quand j'y arrive à y retourner, de 700 habitants, y compris les jeunes qui sont dans ce village, je ne suis pas sûr qu'ils savent ce que c'est qu'un processus naturel. Parce qu'ils vivent à la campagne, mais ils sont beaucoup plus influencés par les réseaux sociaux, les chaînes d'information continue et autres, que par des gens qui leur transmettent. Quand vous aviez une population agricole, ces gens-là, ils vivaient à l'extérieur, ils vivaient au rythme des saisons. Mais nous avons une vie, y compris en rural, qui est une vie plutôt dominante urbaine. Et c'est pour ça que ça me permet de répondre à la question. Et donc le travail qu'on a à faire, c'est un travail pour lutter contre l'agribashing. D'abord, il y a des trucs sur lesquels il ne faut pas céder. Je trouve qu'il y a des attitudes d'un certain nombre de gens. Le président de la Chambre, et vous l'avez dit aussi, moi quand je vois des gens qui sont insultés, des parallèles faits entre l'extermination de populations et les élevages, ou les abattoirs, d'abord il faut qu'on mette un peu les gens en droit et l'église au milieu du village quand même. Il ne faut pas laisser passer ça, parce que ce n'est pas comparable, ce n'est même pas entendable, en fait, pour moi, comme débat. Quand vous êtes éleveur et que vous avez nazi, camp de concentration sur votre élevage, moi j'ai un problème vraiment de fond là-dessus. Deuxième élément, vous avez dit qu'on avait besoin de transformation, et on a besoin de salariés dans la transformation. C'est-à-dire qu'on a besoin de gens qui quel est le métier quel est l'enfant qui peut aller dire aujourd'hui, mon père, tu sais pas ce qu'il est, il est découpeur dans un abattoir. Or, on a besoin de cette chaîne-là, donc il faut assumer ça. Et puis le quatrième élément, on a besoin d'expliquer ce qui se passe
des risques de biodiversité, du dérèglement climatique, et comment il faut que chacun en comprenne comment ça marche. Il faut que le consommateur comprenne que s'il veut changer de modèle, ça ne sera pas au bas coût. Il faut même que j'oserais le mot, les distributeurs le comprennent, ça serait encore mieux. Mais je suis intéressé cette année du débat qu'on a eu avec quelques enseignes, sans donner de nom, mais parfois dont les propriétaires portent le nom de l'enseigne. J'arrive pas à voir de qui oui, tu parles. moi je cherche encore. On était en début d'été, il faut tuer la loi Egalim, mais il faut revenir à la loi du marché, qui est la loi du marché étant une loi d'écrasement du monde agricole. Hein, on ne va pas se raconter d'histoire. Puis, on veut bien comprendre Egalim, et puis là, ils comprennent que dans la souveraineté alimentaire, si on ne rémunère pas, il n'y aura pas les produits dans les supermarchés. Et ce n'est pas les agriculteurs ni les transformateurs qu'il faudra aller voir, c'est ceux qui n'ont pas respecté un élément simple dans une chaîne alimentaire, il faut payer tout le monde. Et j'étais intéressé que les mêmes disent « Moi, je suis prêt à faire payer le lait 1 € le litre ». Ben, on aura déjà un peu progressé. Mais tant que... Je vais vous donner un autre exemple. La filière avicole a beaucoup travaillé sur la fin du broyage des poussins. Débat, les parlementaires sont plus, ceux que j'avais sous l'œil ne sont plus là, mais que nous avions eu dans la série, j'en vois 2 au moins, 3, qui à l'époque avaient vécu dans Egalim la fin du broyage, la castration des porcs à vif, etc. Il y a un truc qui est en train de se passer sur la filière des poussins, c'est que on a décidé que du coup pour les œufs, c'est la grande distribution qui va le répercuter dans le prix. Parce que le consommateur, s'il veut un modèle, le modèle, il a un coût, le modèle. Parce que sinon, on n'y arrivera vraiment pas. Donc il y a à la fois ce que disait Maud Lelièvre, je pense qu'il y a une question d'embarquer, d'essayer de se poser les questions tranquillement. Si on n'a plus d'agriculture dans un certain nombre de zones, montagneuses ou moins montagneuses, c'est de l'embroussaillement, c'est de l'incendie à la terme, et en termes de biodiversité, c'est un vrai sujet. Il faut qu'on se pose la question sur les questions forestières. J'entends beaucoup de gens qui disent, qui rêvent de la forêt primaire. Non mais du retour un peu à la forêt primaire. Et je comprends le moteur, hein. Je vois à quoi ça c'est pardon pour de revenir sur un nom, l'homme est un loup pour la nature. Bon, c'est pas pour renourrir le débat, mais je pense pas, moi. À la vérité, je pense que justement ce que tu dis, tuteur et protecteur, sans être paternaliste d'ailleurs, mais on a besoin de conscientiser comme ça, parce que si on n'est pas dans quelque chose qui se régule dans un moment dérégulé, on aura un incendie de forêt. Je crois que 10% des émissions de gaz à effet de serre du monde, c'est lié à la sécheresse, cycle de déforestation et surtout d'incendie de forêt. Je vous assure que les 70 000 hectares qui ont brûlé, c'est beaucoup plus de gaz à effet de serre que bien des activités dont on parle parfois à longueur de médias. Donc on a besoin de travailler sur un entretien, parce que si jamais dans nos territoires, et l'agriculture, il y a même eu des feux ici en Bretagne, si l'agriculture ne tient pas son rôle d'aménageur et d'entretien de ce paysage, mais parce qu'il y a une activité économique, pas parce que c'est juste, vous viendrez entretenir le paysage, alors à ce moment-là, on a devant nous des aggravations de la situation. Et donc ça, c'est une vraie difficulté. Alors, il a quand même du talent, notre ministre, parce qu'il a répondu à une des questions qui nous était soumise. Menteur. Non, mais je vous jure, monsieur l'agent. Il y a quand même là, il y a une question qui est intéressante sur l'accès au foncier, qui est problématique pour les jeunes et les jeunes qui veulent s'installer. Parce qu'on voit bien là dans notre discussion que la présence sur le territoire, la présence de l'homme dans la nature, on a besoin des ouvriers de la terre. Et de ces ouvriers de la terre, c'est des hommes et des femmes qui aujourd'hui, par l'agribashing, par les difficultés économiques, n'ont pas nécessairement envie de s'installer. Alors comment on fait pour s'installer? Et après, moi j'aurais une question à Gaëlle, comme ça elle a le temps de se préparer un petit peu sur... Est-ce qu'il faudrait faire évoluer notre cadre juridique par rapport justement à nos règles d'urbanisme, à nos règles de protection de certains espaces? On a une volonté du président d'avoir des zones protégées supplémentaires. Comment on articule tout ça? Mais la question de comment on fait des paysans sur nos terres, comment on fait? Alors, juste avant de parler du foncier, je vais redire un mot sur ce qu'on appelle, nous, l'élevage, enfin ce qui est écrit là aussi, l'élevage intensif. En fait, ici en Bretagne, on nous taxe d'avoir des élevages intensifs. Juste un exemple, un élevage de porc en Bretagne, c'est un élevage moyen de 250 mères environ. Voilà ce que c'est un élevage en Bretagne. À côté de ça,
je vais citer l'exemple, en Espagne, c'est 2000 ou 3000 mères sur un élevage. Donc voilà, c'est pour ça que entendez aussi que notre modèle d'élevage en Bretagne et en France est considéré comme l'un des modèles les plus durables. Et je pense que c'est à juste titre, et le système d'exploitation avec des capitaux familiaux que l'on a en Bretagne, c'est un système que je défends. À côté de ça, le modèle intensif, voilà, c'est toujours l'image. Par contre, soyons réalistes. Et je vous le dis très clairement, si on veut parler de souveraineté alimentaire, oui, on doit aussi avoir des élevages en espace confiné. Et en espace confiné, en tenant compte, évidemment, du bien-être animal. Ça, c'est... Voilà, on ne discute pas là-dessus. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'une première raison, c'est le volet sanitaire. Quand vous avez des élevages qui sont en permanence dehors, en lien avec la faune sauvage, on ne maîtrise rien au niveau sanitaire. Soyez conscients. J'ai rien contre l'élevage plein air, hein, bien au contraire, il en faut. Mais dire que demain, on peut imaginer un modèle d'élevage uniquement sur cette base du plein air, enfin, c'est tout simplement dire que ce n'est pas possible d'avoir cette souveraineté alimentaire. Voilà, je voulais juste le préciser simplement. L'autre aspect sur le foncier. Effectivement, le foncier, c'est la base de toute notre agriculture. Et la première chose sur le foncier, c'est déjà de le préserver. Je pense qu'un peu partout en France et chez nous aussi en Bretagne, l'artificialisation des sols, c'est un vrai sujet. Moi, je trouve qu'on en parle depuis déjà des années, plus de 10 ans qu'on parle de ce sujet, sauf que les chiffres que j'ai démontrent toujours que l'on grignote nos terres agricoles. Donc ça, c'est un premier vrai sujet. Et ensuite, le foncier, quand il se libère, comment on le répartit entre nous les agriculteurs. Donc là, il y a des schémas de structure, il y a des SAFER qui priorisent les choses, le foncier, pour les jeunes agriculteurs, et c'est très bien. Le tout, c'est de maintenir ces outils en place pour justement donner les priorités à nos jeunes qui viennent dans l'agriculture. Ça fait un peu la transition sur les questions de droit, sur les questions d'urbanisme, sur les questions peut-être d'espace à protéger, d'espace à classer différemment. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des évolutions sur ce sujet ? Alors, comme vous l'aurez compris, je ne suis pas pour rajouter à l'existant de manière non contrôlée. C'est rare, un juriste qui ne veut pas faire de nouvelles règles, c'est notable. Mais par contre, je veux que ce qui existe marche. Et c'est loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas. D'ailleurs, attends, juste, c'est faux. Les juristes veulent généralement pas du droit supplémentaire. C'est souvent les législateurs qui aiment bien en faire du supplémentaire. Les avocats. Excuse-moi, Gaëlle. Non, c'est pas... Non, effectivement, il y a deux sujets qui me paraissent importants aujourd'hui. D'abord, le zéro artificialisation nette. Ça, c'est notre gouvernement qui le porte. Et c'est une très très bonne nouvelle. Zéro artificialisation nette, ça ne veut pas dire, attention, on arrête de tout imperméabiliser, notamment parce que ce n'est pas possible, il faut construire, on a besoin de construire dans les villes. Oui, il faut bien loger les gens, c'est important, c'est un besoin primaire. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut aussi, dans les zones agricoles, construire des hangars, construire des logements pour les agriculteurs. Et donc, l'idée n'est pas de ne pas artificialiser, l'idée est de dire... Pour un espace artificialisé, on désartificialise un autre espace. Pourquoi c'est important ? Parce que ça préserve à la fois la nature. Et moi, protéger la nature, pour protéger la nature, je suis pour. Je suis pour tout simplement parce que c'est notre patrimoine, c'est notre pays. Il est beau et il faut le conserver. Ça appartient à tous. La deuxième chose, c'est parce que les terres qu'on désartificialise... Bon, vous avez compris. Ces terres-là sont souvent aussi des terres qui peuvent avoir des vocations agricoles. Et si on ne préserve pas notre foncier agricole, qu'est-ce qu'on remet en question ? Eh bien, on remet en question notre souveraineté alimentaire. Et ça, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas tolérable. Préservons notre foncier et continuons à porter le zéro artificialisation nette. Alors, c'est récent. Le zéro artificialisation nette, on n'a pas une grande tradition. Et effectivement, l'objectif, c'est d'enrayer ce grignotage des terres agricoles qui est un véritable problème. Et si on pouvait le rendre beaucoup plus efficace dans les PLU, être beaucoup plus vigilant face effectivement à certaines tentations qu'on peut comprendre d'artificialiser parce qu'il faut construire, parce que les communes ont besoin de trouver des espaces pour leur lotissement, parce qu'il y a une forte pression. On peut comprendre ça. Je crois qu'il faut là beaucoup de fermeté, de dire
Non. Et je pense aussi que la concurrence entre les communes, la concurrence entre les métropoles pour attirer le plus de personnes, et donc ce qui fait qu'à certains endroits on a besoin de construire, on s'étend, et d'autres à côté se vident, ça, c'est pas un modèle durable. Donc ça, c'est la première chose, être très ferme par rapport à ça, au zéro artificialisation nette. Et rapidement, la deuxième chose, les trames vertes et bleues. Je ne sais pas si vous connaissez les trames vertes et bleues. Ce sont des corridors écologiques qui protègent les déplacements des espèces. Parce que sans protéger ces déplacements, effectivement, c'est très compliqué pour elles de se nourrir, de se reproduire. Et bien de la même manière, dans les PLU, de la même manière, dans les autorisations, et pareil, en coordination avec les agriculteurs, protéger ces espaces de déplacement, protéger ces corridors. Et je pense que déjà, si on rend ces deux instruments, trames vertes et bleues, et zéro artificialisation nette efficace, on aura fait beaucoup. Merci. Je suis un peu le maître du temps et on me dit qu'il faut qu'on conclue. Mais non, mais attendez. Non, mais alors justement, voilà, ce compteur n'est pas bien réglé et il nous reste en réalité 5 minutes. Donc voilà. Alors on a des faits scientifiques effectivement d'un temps qui passe qui n'est pas le fait relatif du temps du retard inhérent à notre mouvement politique. Et comme moi je suis très discipliné, j'écoute ce que me dit la secrétaire, notre brillante secrétaire générale. Un petit mot de conclusion chacun sur ce sujet qui est un sujet vital pour tous parce qu'on parle d'alimentation, donc on parle de notre vie et comme on l'a vu, on parle aussi de nos paysages et donc voilà, on est quand même dans quelque chose de primordial pour l'activité humaine et pour l'humain. Donc, conclusion pas simple, mais conclusion avec peut-être des pistes pour avancer. Alors, je vais peut-être commencer en reprenant la dernière question qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur l'élevage bovin? Alors, impact carbone. Conclure par une question, c'est bien. Non, mais je vais répondre très, très brièvement parce que c'est un vrai sujet, l'impact carbone et le lien avec le climat. Sachez qu'aujourd'hui, dans le Finistère, on a une ferme expérimentale dans le centre du département, à Trévarès, où aujourd'hui, on a un troupeau laitier complètement bas carbone. C'est quoi le principe? C'est de rester productif, de continuer à produire du lait et en n'ayant aucun intrant extérieur, sous-entendu soja, qui est intégré. On sait le faire, on a des solutions, et c'est ça que je voulais dire. Gaëlle. Difficile de conclure un sujet aussi riche. Ce que je voudrais dire, c'est ne pensons pas toujours droit, contrainte, pensons négociation, compréhension mutuelle, écoute, parce que c'est un enjeu et c'est comme ça qu'on trouvera des solutions. Émilie. Alors moi, je voulais vous dire qu'il y avait un truc qui... Alors, je venais de ma Bourgogne hier soir. Quand je suis arrivée, il y a un truc qui m'a surpris. C'est que tous ceux que j'ai croisés ici avaient la banane. Vraiment, vous aviez tous un sourire et ça faisait plaisir. Parce qu'en fait, on a des sujets hyper importants comme ça, la transition écologique, enfin, ces enjeux climatiques, cette souveraineté alimentaire, c'est hyper important. Et on a tendance à avoir des informations qui sont souvent très anxiogènes et on a tendance à se trouver, nous, très faiblement pourvus pour faire face à tout ça, à se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à notre échelle, très peu, etc. Et donc, alors merci déjà pour votre sourire, parce que ça donne espoir. Et je pense qu'en fait, on a tous quelque chose à jouer, individuellement, bien sûr. Bon, on a là, en plus, la chance d'avoir un ministre qui... moi, je le découvre. Donc, je suis très contente. Il est presque aussi mignon que les hamsters d'Alsace. Non, mais simplement pour dire que ça donne la... Simplement pour dire que ça donne la pêche et qu'en fait, je pense qu'en fait, on ne peut pas toujours tout attendre des politiques, même s'ils ont un grand rôle à jouer. Je pense que les solutions locales, comme on l'a entendu, et comme je porte, forcément, j'en porterai pas une, enfin, j'essaierai pas d'en porter une si je croyais pas qu'on avait un rôle à jouer. Et c'est en fait ensemble, politiques, gouvernants, élus locaux et porteurs de projets et acteurs qu'on va y arriver, tous ensemble et avec le sourire, parce qu'en fait, on doit aussi porter ce sourire pour nos enfants et nos générations. Bravo. Maude. Un petit mot de conclusion. Alors peut-être en conclusion, moi j'ai l'impression que je vais passer beaucoup de temps avec Marc Fesneau les prochaines années il est mignon. pour se parler
de loups, d'autres espèces. Mais en tout cas, je pense que s'il est le ministre de l'Agriculture qui règle une partie de ces questions, ce sera le grand ministre de l'Agriculture du siècle, à mon avis, depuis le temps qu'on en parle. Voilà. En tout cas, la tâche est grande. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment qu'on travaille, et je vais reprendre les propos introductifs, sur l'alternative. Vous l'aviez évoqué, la question des solutions fondées sur la nature. On a aujourd'hui des pratiques d'agroforesterie qui permettent de trouver une partie des solutions. Il faut protéger les forêts, notamment les 1% de vieilles forêts. Il ne faut pas mettre de la forêt primaire, c'est pas partout, mais les 1% de vieilles forêts, il faut les protéger, et la France s'y est engagée, et le gouvernement s'y est engagé. Il faut trouver et mettre en place les politiques qui permettent de lutter contre la dégradation des sols. Développer les pratiques alternatives à l'utilisation des pesticides, c'est le bien commun, celui des agriculteurs, celui des éleveurs, celui des consommateurs. Et moi, je pense que tout ça va se passer dans le dialogue et dans l'accompagnement, parce qu'on ne fait pas de transition et de grandes politiques de changement sans moyens financiers. Donc il faut savoir ce qu'on veut à court terme, savoir où on veut investir. Et pour moi, l'agriculture fait partie des domaines où il faut investir pour trouver des solutions durables. Merci. Cher Marc, à toi de conclure. D'abord, j'ai trouvé qu'on a éclairé par plein de petits zooms, si je peux dire, les sujets qui sont devant nous. Je reviens juste sur la question des forêts. Je suis moi personnellement d'accord avec l'idée que ce qui est encore de l'ordre des forêts primaires, c'est pas forcément la terminologie, il faut les préserver. Je mets en garde simplement sur une tentation que nous pourrions avoir parce que nous nous sentirions coupables, y compris pour des générations précédentes, de mettre sous cloche. Parce que la mise sous cloche, c'est pour moi un danger mortel, y compris pour la question de la biodiversité. Hein. C'est pas juste pour faire plaisir, c'est juste parce que je pense que c'est une erreur de mettre sous cloche. Le deuxième sujet, c'est qu'en fait, en conclusion, c'est que vous disiez ça a besoin de moyens. Alors, les moyens, c'est pas compliqué parce que c'est soit les impôts, soit le consommateur. Donc il faut qu'on ait un débat, parce que c'est la même. Vous pouvez toujours mettre un impôt sur une vache, à la fin, c'est pas la vache qui la paye. Hein. À la fin, c'est celui qui la mange. Ou un impôt sur le soja. À la fin, c'est. Donc on a besoin. C'est pour ça qu'on a besoin de nourrir ces débats-là dans la société. Parce qu'il faut que chacun prenne conscience en fonction de ses revenus, en fonction de ses difficultés, mais qu'il détient une part de la biodiversité et de la souveraineté. Troisième chose, c'est pas parce que nous en sommes dans un moment de souveraineté et de sécurité alimentaire qu'il faut le délier du sujet de la préservation de la planète. Parce que je pense que ça n'est pas délié. C'est pas l'un contre l'autre. L'un ne marchera pas sans l'autre. Et je le dis pas par effet de tribune, je le dis juste parce que ce que je dis et au monde agricole et aux associations que je peux avoir l'occasion, c'est l'un et l'autre. D'abord, il ne faut pas être naïf. Comme l'a dit le président de la Chambre, l'alimentation, ça peut devenir une arme. C'était pour moi plutôt un objet de paix, de progrès entre les peuples, de solidarité. Il y a quand même des gens qui réutilisent. Et donc la naïveté qui serait de se livrer aux autres. Rien ne serait pire du coup que nous abandonnions notre souveraineté au nom de règles que nous nous fixerions et que nous n'imposerions pas aux autres, d'ailleurs. C'est la difficulté dans laquelle on s'est retrouvé dans le monde agricole. Et j'en finis juste, parce que je vois qu'Erwan prépare ses affaires. Erwan a une inauguration maison France Service à Quimperlé. C'est les élus locaux, mais non, je suis d'accord avec ce qui a été dit par tous. C'est la nécessité du dialogue et de la compréhension. C'est pour ça d'ailleurs qu'arrivé au ministère, et ça m'a parfois été reproché, j'ai dit que je souhaitais discuter avec les associations et les organisations non gouvernementales parce que c'est un paquet global cette affaire-là. Mais il ne faut pas qu'on la règle par Twitter. Il ne faut pas qu'on le règle sur les chaînes d'infos continues. Et il ne faut pas qu'on le règle seulement en justice. Parce que si la seule façon de dialoguer, c'est le procès qu'on se fait, je pense que c'est une erreur. Et c'est un défaut. Merci beaucoup.